Bienvenue chez vous vous est proposé avec le soutien de Wallonie-Belgique Tourisme. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bienvenue chez vous. Je suis au lac de l'Odeur aujourd'hui à cheval sur les provinces de Namur et du Hainaut. Ici, on trouve 5 lacs artificiels d'une superficie totale de 600 hectares avec 70 km de berges. Il y a aussi 600 hectares de bois. Avec tout ça, vous vous doutez bien que c'est le paradis des amateurs de sport nautique, mais aussi de nature et de farniente. Nous, on a choisi de vous faire découvrir les lieux à travers le regard de ceux qui y travaillent tous les jours. Ça va de l'ouvrier en charge des espaces verts jusqu'au maître nageur en passant par la guide touristique. Après ces rencontres, vous aurez rendez-vous tout près de chez vous pour découvrir d'autres activités nautiques. Et puis, je vous retrouverai exceptionnellement à Bruxelles pour un agenda un peu particulier. Je ne vous en dis pas plus. Vous êtes prêts? Alors on y va. Première rencontre au bord du lac de la Plate-Taille, Laurent. De mai à octobre, il enseigne la planche à voile, le paddle et le kayak aux petits et aux grands. Alors je vais d'abord te montrer, puis après ça sera à ton tour. Voilà, donc on peut aller loin dans l'eau. Vas-y. Tu vas voir, au début ça paraît un peu impossible, mais tout le monde y arrive, mais il faut être assez strict. Ok, donc pied avant là, pied arrière là. Alors je vais monter sur la planche, je vais d'abord te montrer, hop, la position des pieds, hop, voilà. Et ensuite, je relève ma voile perpendiculaire à la planche. Tac, 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 et une main de chaque côté du mât. La première chose qu'on va apprendre, c'est comment tourner. Sinon, tu pars et puis tu reviens plus jamais, quoi. On est un petit peu victime de la mauvaise réputation de la planche. Et c'est vrai qu'il y a encore X années, il fallait presque 3 jours. Et maintenant, en 1 heure, on apprend la planche. Les planches sont devenues plus larges et plus courtes, donc elles sont plus stables et tournent plus facilement. Et alors les voiles sont beaucoup plus légères. Et donc il y a des gens qui tombent même plus, quoi. Et puis alors les moniteurs, j'en parle même pas, c'est incroyable. Donc vraiment, non mais c'est un autre sport, c'est beaucoup plus accessible. Et donc voilà, en 1 heure, c'est tout à fait faisable. Laurent en est convaincu, tout le monde peut apprendre la planche à voile. Les enfants à partir de 8 ans, comme les papis et les mamies, les sportifs comme ceux qui privilégient la détente. Voilà, pas trop vite, pas trop vite. On essaie de se rapprocher les pieds du mât, les pieds près du mât. Voilà, super. Hop, stop. Voilà, on repositionne ses pieds. Attention, maintenant la main avant, c'est laquelle? Pas se tromper. Voilà, super. Près du mât. Ok, les cheveux encore secs. Ah, c'est vraiment un autre sport, voilà. On a des voiles qui commencent à 2 mètres et qui vont aller jusqu'à 7 mètres et demi. Donc on va adapter le matériel en fonction de la personne et en fonction des conditions aussi. Et vraiment, on a initié des personnes de 75 ans qui rêvaient toujours de faire ça et des personnes qui ne sont pas enclins au départ à faire beaucoup de sport. Mais ça marche vraiment, on va adapter, mettre des planches plus volumineuses qui vont devenir plus stables si les personnes sont un peu plus costaudes et des planches plus petites pour les enfants. Donc vraiment. Sur le lac de la Plate-Taille, on ne trouve pas que des apprentis planchistes. L'endroit est également accessible aux sportifs confirmés qui trouvent ici un terrain de jeu parfait pour s'entraîner. Avant d'aller dans les vagues, il faut commencer la planche et on a ici, je pense, les meilleures conditions, certainement de Belgique pour apprendre la planche à voile, mais je dirais presque du Benelux. Pourquoi? Parce qu'on est sur un lac qui est tout à fait en hauteur. Donc il est sur un plateau, donc on a des statistiques de vent assez intéressantes. Et en plus de ça, les vents dominants ne sont pas perturbés par les arbres, donc il est relativement stable. Et donc vraiment, c'est un endroit magique pour apprendre la planche à voile. Et quand il n'y a pas de vent, Laurent a un autre atout. Il sort ses planches de paddle. Alors la rame, ici tu vois, ça fait un peu comme une petite cuillère. Donc c'est comme ça qu'on va prendre l'eau. On va mettre une main tout en haut et une main là. Et en fait, on va couper le vent et on va chercher l'eau. On coupe le vent et on va chercher l'eau. Ok, bon évidemment si on rame tout le temps à gauche, on va finir par aller à droite. Et donc à un moment, il faut inverser. Et alors on ne fait pas comme ça. On essaie d'inverser ses mains. Tac, tac. On coupe le vent, on va chercher l'eau. Voilà. On le frappera un peu à droite, question d'aller vers le vent. Voilà, très bien. Voilà, c'est pour tourner plus vite. Ok, maintenant.
bienvenue au lac de l'Odeur. Mais de rien. Je m'appelle Lucie, je vais être votre guide pendant cette visite. Si vous avez des questions pendant celle-ci, n'hésitez pas, j'ai quasi réponse à tout. Devant son immense maquette, Lucie, la guide, détaille les lieux. Les lacs de l'Odeur comprennent 5 lacs, 3 pré-barrages et 2 barrages. L'ensemble a été construit entre 1971 et 1978. Le but de ces travaux pharaoniques était triple: approvisionner la Sambre et le canal Charleroi-Bruxelles en eau, contrer les inondations et produire de l'électricité. Alors, pour avoir toute cette eau, au total, on a 4 cours d'eau. On a donc la rivière Odeur qui vient de Serfontaine, mais on a aussi la Soumois, le Rijaune et l'Herpion. Ces 4 cours d'eau vont alimenter 3 premiers lacs qui sont Falamprise, Rijaune et Féronval. Et ces 3 lacs-là vont alimenter le lac de l'Odeur par le principe des vases communicants. Ils avaient calculé qu'il fallait au moins 50 millions de mètres cubes d'eau pour la Sambre. On a donc créé un 5e lac qui est ici, lac de la Plate-Taille. Alors de ce côté-là, il n'y a pas de ruisseau, pas de rivière, et ce n'est pas l'eau de pluie qui a rempli le lac pour avoir de l'eau. À l'endroit où la vallée était la plus petite, on a construit un barrage. Au pied de ce barrage, une centrale avec 4 turbopompes, et on a pompé l'eau pendant 3 ans pour avoir le lac de la Plate-Taille. Et c'est dans ce fameux barrage que Lucie emmène son petit groupe. Un peu plus loin, vous allez voir 2 puits où il y a des grandes stalactites qui sont bien en place. Pour vous donner une idée, quand vous visitez une grotte, il faut attendre 100 ans pour 1 cm de stalactite. Ici, après 40 ans d'existence, on a de jolis spécimens. Mais contrairement à une grotte, ici, on n'a que le béton à passer, le flux d'eau est plus rapide, et dans une grotte, c'est jamais que quelques gouttes qui arrivent après avoir passé toutes les couches de terre. Et oui, le béton du barrage de la Plate-Taille n'est pas tout à fait étanche. Il n'est qu'à 80% imperméable. Ce n'est pas une erreur de conception, ce choix a été fait pour éviter une trop grande pression de l'eau. Résultat, en moyenne, 200 000 litres d'eau arrivent à se faufiler jusqu'à la galerie, et ce, tous les jours. Selon le groupe qu'on a, si c'est plus intimiste quand on a 2, 5, voire 10 personnes. Les grands groupes comme ça, il faut vraiment mettre plus d'énergie parce que forcément, on n'a pas de micro, donc il faut pouvoir donner notre voix, surtout dans la galerie, qui a une bonne acoustique, et on essaie vraiment de gérer au mieux. Et en fonction du public, on adapte nos informations et autres. Le but du jeu, c'est de faire passer un bon moment aux gens et de passer un petit peu d'humour et tout ça pour vraiment pas faire passer. Pour que l'information passe bien et tout ça. Après, on a des informations un peu plus techniques à faire passer, donc là, on devient un peu plus sérieux, mais on reste toujours sur la bonne humeur. On se trouve actuellement au pied du barrage de la Plate-Taille, qui est juste ici, 50 mètres de béton, visible, 20 mètres ancrés dans le sol pour assurer la bonne stabilité. Derrière ce mur, le lac de la Plate-Taille, qui a son maximum à 70 millions de mètres cubes d'eau. En cas de débordement suite à une tempête trop pluvieuse, ou voilà. On a, pour éviter d'avoir de l'eau sur la route, une série de pertuis. Ce sont les trous qu'on aperçoit ici à droite. Il y en a une série à gauche. Ça permet d'évacuer le trop-plein d'eau. L'eau va s'évacuer le long du barrage, tomber dans des bacs en cascadelle et l'eau va être réinjectée dans le lac de l'Odeur de l'autre côté. C'est un phénomène assez rare à voir, puisqu'au mois de mars, quand ça a eu lieu, ça faisait presque 10 ans qu'on n'avait pas vu ça. Alors on voit aussi cette magnifique tour ici qui fait 107 mètres de haut. Elle a été construite en 38 jours, 38 nuits sans s'arrêter. C'est un seul bloc de béton et techniquement parlant, elle ne sert à rien. Comme à Ronquière, où là aussi on a édifié une tour totalement inutile, les gestionnaires touristiques des lieux ont fini par lui trouver un usage tout à fait intéressant. La tour sert de panorama. De là, par temps clair, on voit jusqu'au terril de Charleroi. Un spectacle grandiose que Lucie a la chance de contempler tous les jours. J'en ai bien conscience, étant donné que ça va faire maintenant ma 10e saison que je suis ici. J'en profite un max et en fait, une journée n'est pas l'autre puisque ici, on a la chance, actuellement, on a un beau soleil et un beau petit vent. Parfois, il peut pleuvoir, parfois, il peut avoir grand soleil. Parfois, on a des gros nuages, parfois, on est dans le nuage. Donc voilà, chaque jour n'est pas pareil, le public n'est pas pareil. Donc vraiment, c'est assez magique et assez sympathique. Parmi tous
les métiers qui permettent de faire vivre les lacs de l'Odeur, certains sont plus discrets que d'autres. C'est le cas des ouvriers du service Espace Vert. Benjamin et ses collègues sont chargés d'entretenir 600 hectares de jardins, de bois et même de plages. On a tout ce qui est vraiment parc. Donc ici, on est sur la coulée verte au centre du village Landal. On a la plage. Et donc les plages, il faut les entretenir, faire en sorte qu'elles soient belles. C'est aussi même si ce n'est pas vert, c'est aussi un espace vert. On a aussi des dizaines de kilomètres de promenade. C'est aussi aller voir si un arbre n'est pas tombé en forêt et le débiter afin que la promenade puisse être agréable. C'est aussi l'entretien en forêt, des plantations, tout ce qu'on plante, aussi bien en chêne, en cerisier et ainsi de suite. Gérer les espaces verts au lac de l'Odeur, c'est aussi composer avec le barrage. Parce qu'ici, évidemment, il n'y a pas de marée, mais c'est pas pour cela que le niveau d'eau est constant. L'îlot, on ne sait pas y accéder tout le temps, et donc on doit essayer de vérifier régulièrement quand on passe. Comme aujourd'hui par exemple, je me suis rendu compte que le niveau était bas, donc je suis venu spécialement pour pouvoir tondre l'îlot, parce que sinon je ne sais pas, le niveau du lac passe au-dessus, enfin passe jusqu'aux pieds, et donc je ne sais pas y accéder sans me mouiller les pieds. Ici, notre travail est totalement différent de la plage ou des espaces verts que tout le monde voit tous les jours. Ici, c'est surtout regarder à ce que le chemin soit praticable, qu'il n'y ait pas un arbre mort qui soit tombé, et des branches ou n'importe quoi, après une tempête ou un grand vent ou par la nature tout simplement. C'est tous les jours qu'on voit des belles choses, des choses nouvelles. On voit des carpes en train de frayer, on voit des chevreuils en train de naître ou qui ont quelques heures. On voit le calme, on voit toutes ces personnes en train de se reposer, de se détendre, et ça aide à se sentir bien. Et puis on a le lac, on a il faut y venir pour la comprendre, cette région. J'ai travaillé à As, j'ai travaillé à Ternat, j'ai travaillé à la Hulpe, mais ici c'est le paradis. Ça c'est clair, c'est mon paradis. Les lacs de l'Odeur comprennent en tout 100 km d'itinéraires pédestres et cyclables. Il existe notamment 2 boucles qui longent les lacs. C'est un site naturel, donc la balade est vraiment très prisée ici. Donc on vient se balader autour des lacs, sur le Ravel. Donc il y a des balades extraordinaires où on est complètement dépaysé. Donc à certains endroits on se trouverait même peut-être en Écosse. Donc il y a des paysages un peu similaires. Et les gens viennent rechercher ce dépaysement. Petite précision importante, les lieux ne fonctionnent pas comme un parc d'attractions avec un prix d'entrée unique. Les différents opérateurs sont indépendants et fixent pour chaque activité leurs tarifs. Le site n'est pas clôturé et donc toutes les balades sont libres d'accès. Allez, direction l'Aquacentre où nous attend Maxime. Mon rôle ici, c'est assurer la surveillance du bassin, la sécurité des clients, d'un point de vue prévention mais sécurité. On assure tout ce qui est ne pas courir, les premiers soins, mais principalement c'est la surveillance et la prévention contre la noyade. L'Aquacentre, c'est ce qu'on appelle un bassin récréatif. Ce n'est pas vraiment l'endroit pour venir faire des longueurs. Au menu, bassin intérieur et extérieur, bain à bulles et un espace pour les plus petits. Pour un maître nageur, justement, c'est le paradis ou c'est l'enfer, une piscine comme celle-ci? C'est un peu les deux. C'est le paradis en petite période, moins de clients et plus facile à surveiller. Et c'est un petit peu l'enfer en été au point de vue de la chaleur, au point de vue de toute l'affluence qu'il y a. Mais on ne peut pas dire que c'est entièrement négatif et entièrement positif. On a la chance d'être en short toute l'année, mais on a aussi les quelques inconvénients. C'est touristique, donc c'est travail du week-end et travail pendant les vacances. Pendant qu'il y en a qui s'amusent, il y en a qui travaillent. Pour Maxime et ses 3 collègues, la tenue de travail a beau être short et tongs, les responsabilités, elles, sont importantes. Il ne me rassure pas en plus, le petit réellement, c'est... Non, ouais. C'est vrai que c'est pas très bien de nager. Il faudrait voir c'est qui ses parents pour peut-être leur demander s'ils ont conscience que l'enfant nage pas très bien, qu'ils devraient peut-être suivre des cours ou... Je crois qu'ils sont avec... Ils sont avec la fille là-bas et le monsieur. Ok, il faudra aller leur prévenir qu'ils ne devraient pas laisser leur enfant tout seul en piscine. On a quand même toutes les vies dans la piscine entre nos mains. On est quand même appelé à devoir agir sur n'importe quel moment, sur n'importe quelle personne.
Et parfois les gens ne se rendent pas compte de ça et laissent leurs enfants vagabonder comme ça ainsi en piscine, alors que même s'il sait nager, un enfant à n'importe quel moment peut avoir un problème. Et à partir de ce moment-là, c'est nous qui devons agir. On doit être à 100% toute la journée, rester attentif en surveillance constante. Et on doit aussi savoir peser le pour. Est-ce qu'il joue, est-ce qu'il ne joue pas? C'est pour ça qu'on interdit les gens en piscine d'effectuer des jeux d'apnée. Parce que nous, en étant sur place, on ne sait pas si c'est jouer ou si c'est réellement avoir un problème. Dernière rencontre, nous sommes de l'autre côté du lac de la Plataille où Thierry et Pascal s'apprêtent à plonger. Cette petite crique accueille en effet depuis de nombreuses années les amateurs de plongée sous-marine. Et le programme des deux amis a de quoi surprendre. On va se mettre à l'eau comme d'habitude, on va aller faire un petit tour sans doute vers le bus et aller faire un tour à l'hélicoptère qui est un élément bien sympathique du barrage de l'Odeur. C'est une ancienne vallée engloutie, donc toutes les constructions ont été détruites pour éviter que ça se retrouve dans le barrage. Et comme c'est devenu un lieu touristique pour la plongée, pour avoir des centres d'intérêt et des points de repère sous l'eau, différents objets ont été noyés. Et dans les objets, tout ce qui est possible et imaginable de trouver en surface, on met dans l'eau. Il faut bien reconnaître que le fond de la Plataille, ce n'est pas la mer Rouge. Mais Thierry l'assure, avec un peu de chance, on peut faire de belles découvertes. Au niveau flore, depuis peu, pour améliorer la filtration de l'eau, il y a des petites moules qui ont été introduites et qui couvrent malheureusement fort le sol, ce qui fait que toutes les plantes ont été progressivement envahies et l'espace a été restreint, donc il y a de moins en moins de flore. Par contre, au niveau faune, oui, il y a des cendres, il y a des brochets, il y a des perchettes à cette saison qui viennent vraiment de belles perches. Après, il y a tout ce qu'il y a comme poisson d'eau douce de nos différents plans d'eau. Contrairement à la planche à voile, le club de plongée n'est pas un lieu d'apprentissage. Ici, on n'accueille que des plongeurs brevetés qui ont déjà suivi une formation dans une école de plongée. Ça nécessite une formation. Maintenant, il y a différentes fédérations qui ont chacune leurs avantages et inconvénients. Et il y a des fédérations qui accompagnent beaucoup plus les débutants pour les mettre beaucoup plus rapidement à l'eau, mais de manière beaucoup plus encadrée. Il y a d'autres fédérations où quand on est vraiment mordu et qu'on le sent depuis le début, on a une formation qui est peut-être plus sportive, je veux dire, mais qui est tout aussi bonne, où il faut faire un peu plus d'efforts. Donc voilà, même au niveau des formations, il y a différentes possibilités qui permettent à chacun de profiter pleinement. La plongée sous-marine est accessible à tous, y compris aux enfants, via des apprentissages spécifiques. Le tout est de trouver le type de plongée qui vous convient. Il y a plein de disciplines différentes dans la plongée. On peut plonger juste pour son loisir, profiter de la biologie à faible profondeur dans les mers chaudes. On peut plonger comme un furieux toute l'année, même quand il y a 4 degrés. On peut plonger profond, on peut plonger en grotte. Donc c'est vraiment un sport qui a différentes facettes qui permettent à chacun de s'épanouir dans ce qu'il a envie de faire. Bonjour à tous et bienvenue ici à Nil-Saint-Vincent dans la commune de Wallin. Nous sommes en plein Brabant wallon, c'est le centre géographique de la Belgique. Derrière moi, un vrai petit coin de paradis. C'est le domaine des Trois Fontaines. À ce qui paraît, il y a un petit peu de tout. Des points d'eau, de la verdure, de la biodiversité. On va aller voir ça, c'est parti. Maybe I play my cards wrong, oh, just a little bit wrong. Oh, baby, I apologize for it. Bonjour Maximilien. Bonjour Sébastien. Alors vous êtes un des propriétaires des lieux ici, un lieu dit qu'on appelle les Trois Fontaines. Ouais. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Donc ici, les Trois Fontaines, c'est un lieu qui est familial depuis 1970, dans ces années-là, que mon grand-père a racheté. Et depuis maintenant 4-5 ans, ma sœur développe les chambres d'hôtes, des salles de réunion et aussi accessoirement un sauna jacuzzi pour permettre de viabiliser et de garder ce superbe domaine qui sinon c'est grand à gérer, quoi. Ça a un petit écrin de verdure avec énormément de biodiversité. On voit des chèvres, des poules, et puis c'est quand même une grosse superficie. Des abeilles aussi derrière. Oui, il y a 6 hectares de terre, étant compris, donc carrière comprise. La carrière, justement, c'est la pièce principale de ce domaine? C'est une des pièces principales, oui, bien sûr. Donc c'est ce que MAP touche à la gestion du domaine, donc c'est d'avoir développé sur le site de la carrière l'aspect plongée et l'aspect
des repas ou des animations sur l'eau, quoi. Eh ben, je vous propose d'aller voir ça. Avec plaisir. C'est parti. I could fall or I could fly here in your aeroplane, and I could live, I could die hanging on the... Bien voilà Maximilien, on est ici sur cette fameuse carrière en plein milieu de l'eau. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Vous avez décidé de réaménager cet endroit en fonction de votre passion, la plongée. Ben, il y a 3-4 ans, quand je me suis mis à la plongée, après d'autres plongées dans des milieux en Belgique, dans les quelques milieux disponibles, je me suis dit il faudrait faire profiter du site aux autres, parce qu'on est dans un site privé. Et on a voulu développer la plongée ici en se disant, voilà, on est un site proche de Bruxelles et tout ça. Et de là, premier problème, on est arrivé, il n'y avait pas de visibilité, tout était en très mauvais état, énormément d'arbres morts. On a eu beaucoup de travail de remise en état, rénover ce vieux tunnel qui date des années de 1880, l'époque d'exploitation de la carrière, pour qu'il soit sécurisé, utilisable. Oxygéner l'eau de manière à avoir la visibilité qu'on voit maintenant. On voyait tantôt les plongeurs qui étaient quelques mètres sous l'eau. Et développer le concept, créer le cadre, la SBL qui gère et tout ça, pour pouvoir arriver à ce qu'on veut, quoi. Il y a 25 plongeurs ici un petit peu partout autour de nous, on voit toutes ces petites bulles. Qu'est-ce qu'ils peuvent voir ces plongeurs? Il y a tout de même 18 mètres de profondeur. 18-19 mètres de profondeur. Qu'est-ce qu'ils peuvent voir? Ils peuvent voir beaucoup d'écrevisses, ils peuvent voir des poissons, il y a des esturgeons. On a ramené un esturgeon lors d'un trajet épique en voiture d'1,25 m. Qui était prisonnier dans un petit jardin, enfin dans un étang d'un jardin qui était du côté de Liège. On a aussi ajouté des objets pour que les plongeurs puissent voir, visiter, tourner autour. On a mis une voiture dans laquelle ils peuvent venir voir. On a mis un bateau qui flotte entre deux eaux, quoi. Donc le bateau, on ne le voit pas de traces de lui en surface, mais il flotte à 9 mètres de profondeur. Donc les plongeurs s'amusent, il y a toujours le guide volant et tout ça. On a mis un petit tube où les plongeurs peuvent passer dedans. Pour les plongeurs les plus expérimentés, on avait mis une plateforme pour des exercices. Donc quand on a, par exemple, comme dimanche, l'examen pour les futurs instructeurs PADI en Belgique, il y a une plateforme qui a été mise à 7 mètres de profondeur pour qu'il soit stable en dehors de la vase, parce qu'ici le fond c'est de la vase, quoi. Puisque l'exploitation s'est arrêtée aux alentours de 40 mètres et pour le moment on est à 19 mètres, donc on a pas mal de vases au fond. Et puis cerise sur le gâteau, c'est cette petite plateforme parce qu'il y avait la volonté en fin de séance de pouvoir boire un verre, déguster quelque chose. C'est ça, vous avez décidé de créer ce moment. La plateforme au départ, on l'a fait parce que nous on faisait nos réunions à 3 sur cette plateforme en buvant une bière, tranquillement le soir après le travail, et on était ici, on s'est dit c'est vraiment génial, quoi. Faut partager de nouveau dans cet objectif de permettre l'accès. Et on a créé cette plateforme dans l'objectif de faire des barbecues. Donc on fait des barbecues ici au milieu avec 16, 18 personnes à table, soit avec un traiteur du coin, soit avec, dans certains cas, avec des chefs, des barbecues gastronomiques qui se font ici au milieu de l'eau, où les gens sont 2 heures sur l'eau à profiter de leur repas entre eux ou avec des personnes s'ils ont besoin d'aide. Eh bien, on va vous laisser préparer tout ça et déguster avec vos conviés. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Merci à vous. À Bruxelles pour notre agenda, un agenda un peu particulier aujourd'hui puisque je vous emmène découvrir un lieu situé à 2 pas d'ici, l'espace Wallonie. Alors ce lieu regroupe toutes les informations touristiques si vous voulez visiter la Wallonie. Il y a aussi une boutique du terroir avec des produits bien de chez nous. Et enfin, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, l'espace Wallonie accueille des expositions temporaires. Je vais vous en présenter 2 d'entre elles, celle qui est en cours actuellement et la suivante. Vous êtes prêts ? On y va. Depuis le 28 mars et jusqu'au 14 juillet, l'espace Wallonie accueille l'exposition Les 100 ans du maillot jaune, l'exposition officielle de l'ASO, la société organisatrice du Tour de France. Alors cette année, c'est les 100 ans du maillot jaune, mais c'est aussi les 50 ans de la première victoire d'Eddy Merckx dans la Grande Boucle. Et en son honneur, le Tour de France s'élancera de Bruxelles cette année.
Le samedi 6 juillet, les coureurs s'élanceront de la place des Palais pour une étape en ligne de 192 km à travers la capitale, le Brabant wallon, le Hainaut et aussi une partie de la Flandre. Le lendemain, contre-la-montre par équipe entre la place des Palais et l'Atomium. Et enfin, le lundi 8 juillet, dernière étape chez nous, les coureurs s'élanceront de Binche pour rejoindre Épernay. Petit bonus, au moment où vous regarderez ces images, vous pourrez découvrir ici une expo dans l'expo. Vous pourrez découvrir l'exposition Les 20 maillots jaunes à la rencontre des Français. En effet, pour fêter les 100 ans du maillot jaune, l'équipementier de la course a dessiné un maillot jaune différent pour chaque étape. Et donc ces 20 maillots sont à découvrir dans une exposition itinérante qui fait halte ici en Belgique avant d'être portée fièrement par les leaders de la course. Je vous le disais, l'espace Wallonie accueille des expositions temporaires. Du 20 juillet au 15 septembre, l'espace accueillera le Géoparc Famenne-Ardennes, le premier géoparc mondial UNESCO labellisé en Belgique. Et pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de son directeur. Nous sommes maintenant au Belvédère à Ans-sur-Lesse en compagnie d'Alain Petit, le directeur du Géoparc. Bonjour. Bonjour. Alors la première question, elle est toute simple. Un géoparc, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc un géoparc mondial, donc en fait c'est une zone territoriale qui a un potentiel géologique de valeur internationale, donc ce qui est le cas chez nous, donc puisque notre géoparc à nous est situé sur une bande calcaire donc qui est située entre Beaurain et Durbuy. Donc le géoparc Famenne-Ardennes, c'est en fait 8 communes, donc 2 communes namuroises et 6 au niveau de la province de Luxembourg. Et donc ce potentiel géologique évidemment s'exprime par différents phénomènes karstiques de première importance. Donc je citerai par exemple donc 3 grottes qui sont visitables. La grotte de Ans-sur-Lesse, la grotte de Auton et la grotte de Rochefort par exemple. Donc grottes dans lesquelles il y a eu de nombreuses recherches scientifiques. Donc un géoparc ce n'est pas pour autant que de la géologie, donc ça c'est vraiment important. C'est comment une région finalement s'est développée à travers la vie des habitants. Donc on est sur des géologies, ici on voit je dirais un paysage assez exceptionnel, donc des grottes, des villages de caractère, des produits locaux. Alors à partir de la mi-juillet, vous allez vous exposer à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans cette exposition consacrée au géoparc? On va évidemment redéfinir ce que c'est un géoparc mondial UNESCO, ça c'est important. Définir ce qu'est notre géoparc à nous, donc on est sur 900 km² pour 67 000 habitants. Et donc on va aborder différentes facettes de nos missions et de nos activités. Donc évidemment tout ce qui est scientifique est fondamental, donc tout ce qui est géologie, géomorphologie avec les paysages, bien évidemment. Tout ce qui est histoire locale, patrimoine sera aussi bien exposé. Tout ce qui est faune et flore. Donc voilà, donc cette exposition sera transversale. Elle sera réalisée, je dirais, par des spécialistes. Donc on est entouré de géologues de premier plan, d'anciens professeurs d'université ou encore actuels d'ailleurs, d'archéologues, de spécialistes au niveau touristique, spécialistes au niveau de la faune et de la flore. Donc ce sera une approche, je dirais, générique sur tout ce qui est un géoparc, notre géoparc à nous, avec un contenu scientifique qui sera bien vulgarisé, parce qu'évidemment, on sait que tout ce qui est scientifique peut être assez complexe à expliquer, tout ce qui est phénomène karstique, etc. Donc là, les contenus textes, photos, figures scientifiques seront bien vulgarisés pour que les gens comprennent ce que c'est un géoparc. Alors on vous retrouve à Bruxelles à partir de quand alors? Donc on nous retrouve à Bruxelles à partir du 20 juillet jusqu'au 15 septembre. Donc on espère accueillir de nombreux visiteurs qui vont découvrir ce géoparc Famenne-Ardennes. Merci beaucoup Alain. Merci à vous. Voilà, c'est ici que l'on se quitte. En juillet et août, il n'y aura pas de nouvelle émission, mais vous pourrez retrouver tous nos bons plans dans votre programme estival sur votre télé locale. N'oubliez pas aussi que vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram et sur le site internet de votre télé locale. Passez un bel été, n'hésitez pas à sortir de chez vous. Au revoir à tous.